comment d'avoir lu un ou deux ouvrages de moi leur ont permis de réparer leur propre vie. Et là, ça m'a rappelé un professeur camerounais que j'avais rencontré en Autriche, qui enseigne à l'université, dans une université à Vienne, qui m'avait dit une fois, je crois à peu près, je n'ai plus ces termes exacts, Ken Bougou, l'écriture qui répare. Mais bon, réparer, moi, je ne voyais pas très bien. C'est maintenant avec les messages que je reçois où les gens m'expliquent de longs messages, leurs problèmes ou difficultés ou leurs questionnements, ou etc. J'ai dit, au moins, ça a servi à ça. Au moins. Parce que moi, en fait, je ne pensais qu'à moi, à me réparer moi-même. Mais je ne pensais pas que ça pouvait aussi réparer les autres. Quand j'ai commencé à écrire par nécessité, j'avais des choses à dire qui m'étouffaient, que j'avais besoin d'évacuer pour être à l'aise, pour encore vivre autre chose. C'était une question de vie ou de mort. Oui, mais dans mon cas, parce que j'étais à la rue, et que j'étais rejetée, et que j'étais traitée de folle, et que personne ne voulait m'écouter. Je ne pouvais parler à personne puisque j'étais une folle. En plus, je vivais dans la rue, j'étais un SDF. Et donc, comme j'étais une folle et que je n'étais pas crédible, si je racontais même des choses vraies que j'ai vécues, personne ne me croyait puisque j'étais folle. Mais vivre dans la rue, dans son propre pays, pour une jeune femme, j'avais quand même 33 ans et je vivais dans la rue. J'avais vécu partout, j'avais quand même fait des études, j'ai voyagé, j'ai connu tant de choses. Et tout d'un coup, se retrouver dehors, surtout quand il neige, la pluie, comme ça, tu cherches là où tu vas t'abriter. Il y a eu des moments où on a besoin d'expurger. Tous ces vécus qui m'ont amené à cette situation pour dire que je ne pouvais plus continuer à vivre dans la rue. Donc, mais bon, il y a le Serigne qui est venu à ma rescousse en me prenant sous sa protection. Mais quand même, j'avais toutes ces choses que personne ne voulait entendre, que je devais dire. Donc ça, c'était une nécessité, c'était une urgence. Mais en même temps, de l'écrire en évacuant, on est soulagé. Et ce soulagement, c'est ça la thérapie. C'est-à-dire, il faut dire, c'est une forme de psychothérapie presque, mais par l'écriture. Donc plus j'écrivais, et c'était comme si j'évacuais. Je me sentais soulagée, je me sentais libérée, je me sentais... Donc c'est pour ça que je parle de cette thérapie. Mais la nécessité, l'urgence, c'était parce que cette période, j'étais à la rue. Peut-être que si j'étais dans une maison, ça n'aurait pas été aussi urgent. Mais là, de vivre dans la rue, j'étais épuisée, et c'était vraiment une question de vie ou de mort. Et comme j'aime vivre, j'ai choisi la vie. Et c'est le départ de ma mère qui a créé chez moi un bouleversement. Du traumatisme du départ, je n'étais pas traumatisée, je souffrais, une énorme souffrance. Parce que je ne comprenais pas pourquoi ma mère partait. Personne ne m'a dit pourquoi elle devait partir. Je l'ai vue se préparer, prendre tout ce qu'il y avait dans sa chambre. Je crois, elle avait même emporté son lit, un lit divan, je me rappelle toujours, parce que j'ai retrouvé le lit après à Guinguinéo. Je crois que j'en ai parlé dans Cendre et Braise. Et quand elle est partie, elle m'a laissé avec mon père qui, quand je suis née, avait plus de 85 ans. Donc quand j'en avais 5, avait plus de 90 ans et qui était devenu aveugle. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je vais répondre au professeur Odomé qui me dit qu'est-ce qu'il y a encore à écrire, je vais écrire un livre sur le regard. Parce que je n'ai jamais vu le regard de mon père parce qu'il était devenu aveugle. Et ce bouleversement a été quelque chose d'incroyable, mais en même temps qui a été déterminant pour le reste de mon existence jusqu'à aujourd'hui. Parce que comme j'étais la Benjamine, les grands frères, les grandes sœurs, tout le monde était parti parce qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'administration. À l'époque, la population de Malem Hodar ne dépassait pas 150 habitants et encore, il y avait 3 grandes familles. Il y avait les Ndaokunda qui habitaient déjà dans la région. La famille Mbayenne, donc mon père qui était venu là-bas, qui est resté parce que
C'était un contemporain de Al-Hadji Malick, parce que mon père est né vers les 1865, 1860 et quelques, et qu'il avait demandé de venir dans cette région pour islamiser un peu les Ndaokounda à l'époque. Donc c'est la première petite mosquée construite dans le Ndoukoumane, c'est mon père qui a construit ça. Ensuite, il y a eu les petites mosquées de Tawa avec la famille Ibrahima Ndiamanka, etc. Donc c'est comme ça que de rester avec cet homme d'un certain âge, enfin d'un certain âge, âgé, qui ne me voyait pas, qui était aveugle, et qui était un érudit, qui était sur la prière, qui ne levait jamais les yeux, que peut-être vers le ciel, de temps en temps, je voyais des trucs blancs à la place des yeux, et qui se baissait à nouveau sur son chapelet. Ce bouleversement du départ, de l'absence d'un père, puisque tout le monde l'appelait grand-père, puisque mes neveux étaient beaucoup plus âgés que moi, moi aussi je l'appelais grand-père, et pour moi donc la notion de père jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas connu deux pères. Et la première chose que j'ai faite après avoir pleuré, me rouler par terre, etc., et dormir presque dans la mosquée, le lendemain, j'ai senti en moi comme une espèce de rébellion, de remise en question de tout, et je me suis sauvée dans la nature, qui était tout proche déjà. Et je suis allée dans cette nature. Tous les jours, je sortais, je passais la journée dans la nature, les arbres, j'attrapais des oiseaux que je tuais, etc., que je déplumais, etc. Je mangeais des fruits sauvages, je me roulais sur les autres herbes jaunes de la saison sèche du Ndoukoumane. J'écoutais les bruits, tous les bruits des insectes, des oiseaux, du bruissement des feuilles, etc. Donc ce qui m'a sauvé de ce bouleversement de souffrance que j'avais connu, le premier élément, c'est la nature. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis très très sensible à la nature. Je parle aux arbres, j'embrasse les arbres, je me colle aux arbres partout où je vais dans le monde. Et j'écoute tous les bruits, tout m'attire, tout me... Donc c'est la nature qui a aiguisé mes sens. Tous mes sens sont aiguisés, le toucher, l'ouïe, l'odorat, je vois tout, j'entends tout, je sais tout, je retiens tout, en plus. Et l'autre, le second élément, que je peux appeler troisième, parce que s'il n'y avait pas la rupture, la séparation avec la mère, que je ne veux pas considérer comme... on peut le considérer comme premier élément, donc j'arrive au troisième élément. Le troisième élément, c'est l'école. Donc pour moi, l'école, puisque j'étais pas... Il y avait la première salle de classe qui était ouverte dans mon village, je n'étais pas inscrite, mon père est trop vieux, il y a pratiquement personne dans la maison, 2 ou 3 personnes vagues dont je ne me souviens même plus des visages. Et c'est toute seule que je suis allée de moi-même dans cette salle de classe. Mais comme mon père était connu comme un marabout, un érudit, la mosquée, Al-Hadji Malick, etc., on a dit « Ah non, non, c'est la fille du vieux là ». Et je suis restée derrière la salle. Mais comme moi, j'étais déjà ouverte à tout par ma vie sauvage, dans la nature, j'écoutais, je regardais les lettres, j'écoutais les sons après l'instituteur, pendant que j'entendais même les rats palmistes, etc., qui étaient tout autour de l'école, avec au milieu des rats, des nguers, des kékéliba, etc. Je suivais, mais j'écoutais, je sentais les odeurs qui passaient par les fenêtres. Et l'école a été pour moi aussi quelque chose de déterminant, parce que j'apprenais, je connaissais des choses, la connaissance, le savoir. Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en train d'apprendre, tous les jours. Je veux apprendre quelque chose de nouveau, tous les jours. Et donc, la rupture avec le départ de la mère, la nature où je me suis réfugiée quand elle est partie, l'école que je découvre et qui m'ouvre les portes de l'univers. Et donc, c'était la période coloniale, c'était le temps des ancêtres les Gaulois, de 14 juillet, de la Marseillaise. Et comme je n'avais pas été encadrée, éduquée, formatée, parce que la mère n'était plus là, pas de sœur, pas de grand frère, il n'y a personne. Le père, lui, il est dans la prière, dans le chapelet.
personne ne m'a dit ce que je devais être, ou ce que j'étais, ou etc. Personne ne m'a même dit que j'étais une fille ou un garçon. J'en avais pas du tout conscience. Mais la connaissance, le monde, l'univers, apprendre, connaître des choses, écrire, dessiner, etc. J'étais une excellente dessinatrice. Et ça, c'est le sens de l'observation qui m'avait menée à ça. Et quand je suis revenue au Sénégal, après avoir subi ces violences psychologiques, morales, physiques, parce qu'il m'avait cassé des dents, cassé un œil, j'en ai des cicatrices qui s'estompent, etc. La famille que j'ai trouvée aux HLM 2, Baïgaïndé, à l'époque, le lendemain de mon arrivée, a vu que je n'étais pas bien, puisque j'avais des cicatrices, j'avais un peu de sang, je n'étais pas bien du tout. Une semaine, 10 jours après, ils ont vu mon retour comme un échec. Et ils m'ont, petit à petit, quand ils mangent, ils ne m'appellent pas. Quand je veux prendre une douche, non, il y a tel qui va prendre la douche. Petit à petit, ils m'ont sorti de la maison. Et quand on me sort de la maison, l'environnement, le quartier me sort de la maison, le quartier me sort de la maison, la ville me sort de la maison, et je me suis retrouvée à la rue. Et comme vous me voyez là, j'ai vécu 1 an et demi dans les rues de Dakar, et c'est pour ça le livre Aller et retour, ce sont les archives de la ville de Dakar. J'en connais toutes les rues, tous les immeubles, de l'époque bien sûr, leur histoire, tout, pour reprendre l'histoire de la ville de Dakar, de la période coloniale aux années 80. Et donc, j'ai écrit ce livre bien après, mais c'est parce que j'ai vécu dans la rue, dans les rues, pendant 1 an et demi, dans une précarité. J'avais 33 ans. Peut-être que c'est toujours l'âge fatidique, l'âge de Jésus, et que 33 ans symbolise Dieu et diable. Et dans la rue, les gens, pour trouver prétexte que j'étais à la rue, ont dit que j'étais folle. Si vous revoyez Kodou, un scénario de Annette Mbaye d'Erneville, et réalisé par Ababakar Sambo Maharam. Kodou qu'on avait enchaîné au tronc d'un arbre dans sa maison, parce qu'elle avait refusé des dictats de sa famille. Pour justifier son rejet, on ne l'a pas mise à la rue, parce qu'il n'y avait pas la rue, c'était dans un village. On l'a attachée à un arbre enchaîné. Et quand les gens venaient, et Kodou, on l'a enchaîné. Un excellent film qu'il faut revoir, Kodou, de Ababakar Sam Maharam, un scénario de Annette Mbaye d'Erneville. Et donc, et moi, c'était la rue. Et dans cette précarité matérielle, où me laver, il fallait que je cherche les endroits où il y a le plus de lumière, pour plus de sécurité, et un robinet, éventuellement pour me nettoyer la bouche, etc. Donc je faisais toutes les rues de Dakar, mais la nuit, je me mettais à la place de l'Indépendance. Et les gens passaient, « Eh, Ndeyssan, eh, Allah, à-dedans. » Je disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Et ce qui a fait que j'avais cette précarité matérielle pour une femme, 33 ans, j'étais encore une jeune femme avec un peu d'hormones, de progestérone, j'avais quand même besoin d'une petite hygiène, etc. Et le Café du Rond-Point, à qui je rends hommage dans la plupart de mes ouvrages, je rentrais là-bas pour aller dans les toilettes uniquement pour prendre le rouleau de papier pour l'utiliser. Et un jour, un monsieur qui s'appelle Abdou Salam Khan, qui est décédé, qui travaillait à l'UNICEF, m'a donné 1000 francs CFA. Qui me dit, mais viens à la maison, viens te laver, Martine va te donner des habits pour te changer. Je dis, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Il m'a donné 1000 francs CFA. Et ce 1000 francs CFA, je suis allée dans l'avenue Albert Sarraut, en face des bureaux de l'UNICEF qui se trouvaient à l'époque dans un immeuble, je ne sais pas si c'est toujours là. Il y a la boutique d'un Guinéen et c'est là que j'ai acheté un cahier et un bic. Je suis revenue à la place de l'Indépendance. Je ne suis pas revenue à la place de l'Indépendance, c'était en plein jour. En remontant
vers Gentina, le ministère des Affaires étrangères, le café du Rond-Point est là. Je suis rentrée et au fond du café, je me suis assise à une table, j'ai ouvert mon livre. Je suis née dans le Ndoukoumane, dans un tout petit village où il fait toujours chaud, il fait toujours froid. C'est ça l'origine du Baobab Fou. Et quand j'étais là, avec mon cahier, il y a des tout couleurs ici. Il y avait un serveur tout couleur qui me détestait parce qu'il me voyait tourner dans le quartier, la folle là. Il me dit, Loïnan, j'avais compté la monnaie, c'était 300 francs. Je crois que le Fanta coûtait 400. Je dis tout à l'heure, tout à l'heure. Et je continuais à écrire. Parce que j'étais dans un moment de doute où les gens disaient que j'étais folle. Et si je continuais à vivre dans cette précarité, je pouvais aussi en mourir. Dans ce doute de folie, je me posais des questions. Je me dis peut-être que je suis folle, non, mais je veux vivre. Et c'est ça qui m'a poussée à l'écriture. J'ai dit, je vais retourner dans le ventre de ma mère et de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je vais repasser ça en revue pour voir qu'est-ce qui n'a pas cloché, à part la souffrance, la séparation de la mère. Qu'est-ce qui n'a pas cloché que je me retrouve dans cette situation-là? Et la dame qui est toujours en vie, la propriétaire du café Le Rond-Point, c'est elle qui a dit au monsieur de me laisser et de me donner ce que je veux. Et je dis un Fanta. Et j'ai continué à écrire. Et donc, voilà comment je suis venue à l'écriture. C'était un chantier immense, parce que je voulais écrire la quête identitaire par rapport aux origines, la quête identitaire par rapport à la condition. Mais malheureusement, Ousmane William Baye, qui est un cinéaste que vous connaissez, qui a fait un documentaire sur le parrain de cette université, Cheikh Anta Diop, c'est tout. C'est Ousmane William Baye à qui j'ai dit, est-ce que ta maman est là? J'ai des papiers. J'ai même écrit un papier. Je lui ai dit, Tata Annette, est-ce que tu peux lire ceci pour ma mère qui ne sait pas lire? Et c'est Ousmane William Baye a amené ses papiers chez Madame Derneville. Les autres papiers sont encore restés. Et Annette Baye Derneville, qui a appelé Maria Maba et qui lui a dit, j'ai reçu quelque chose. Ah, elle dit, il faut que ça sorte et tout, il faut amener ça au NEA. Et le lendemain, le surlendemain, Annette Baye Derneville a amené le manuscrit aux Nouvelles Éditions africaines où Mamadou Seck était le directeur général et Roger d'Orsainville, un réfugié politique haïtien, en était le directeur littéraire. Et il faut sortir ce livre avec Maria Maba et Annette Baye Derneville. On dit, oh là là, mais c'est scandaleux, comment une Sénégalaise, une Africaine, une femme peut écrire des choses comme ça, etc. Et le Baobab Fou est sorti. Si vous mettez votre nom, Marie Toumbay, vous n'allez pas trouver de mari. Je dis, j'en cherchais pas, parce que j'avais déjà plus de 33 ans, 34 ans. Je dis, ça, c'est pas mon problème, hein. Parce que les hommes, j'en avais vu de toutes les couleurs. Hein. Oh là là, ça, merci, hein, j'en voulais plus du tout. Moi, je voulais vivre avec une fille. Et ça, il l'a enlevé. Ça, j'ai écrit que je veux vivre avec une fille. Il a dit, oh là là, ça, c'est le comble du scandale. Et c'est ça, je lui en veux. Il faut que j'écrive un livre pour parler de mon amour pour les femmes. Platonique ou quoi, même j'en parle toujours à Florent Kozouti, mais j'ai dit, est-ce que je vais pas sauter le pas, carrément épouser une fille comme ça, c'est fini, comme on n'en parle plus. Je crois que même hier, je lui en ai parlé quand il m'a ramené de Porte-Nouveau. Et donc, que je vais pas trouver de travail. En plus, comme moi, je viens d'un milieu traditionnel, religieux, des villages de tradition, que non, parce que ce livre va faire un scandale ici, etc. Qu'il faut absolument que je trouve un nom de plume. Moi, je dis, moi, je connais rien, moi, de nom de plume, tout ça. Je sais que je m'appelle Marie et tout. Il dit, non, il a tellement insisté. Je dis, bon, comme l'héroïne s'appelle Ken Bougoul, mettez Ken Bougoul. Et c'est comme ça que le Ken Bougoul est parti. Quand j'ai quitté le village où il y avait mon père pour venir dans le village où il y avait ma mère, le village de ma grand-mère, en face de nous habitait cette Ken Bougoul, qui avait on a le même âge. À l'époque, ce que je l'enviais parce qu'elle vivait dans une structure familiale.
Elle avait son père, elle avait sa mère, les autres épouses de son père, etc. Elle avait des frères, elle avait des sœurs, c'était structuré, ils se réveillaient ensemble, ils se parlaient, ils vivaient ensemble. Elle appelait papa ou maman, etc. Et moi, je n'avais pas connu une vie de papa ou de maman, parce que quand je suis née, mon père avait plus de 85 ans, quand j'en avais 5, il en avait 90, et il était devenu aveugle, et je l'appelais grand-père, parce que mes neveux étaient plus âgés que moi, l'appelais grand-père. Donc la notion du père, c'est pas dans ma tête, c'est toujours pas dans ma tête. La notion de mère non plus. Maman, moi, à chaque fois que quelqu'un dit maman, même quand ma fille m'appelle maman, je suis un peu gênée, là, un peu déstabilisée, parce que c'est une notion, je ne suis pas très habituée. Et donc cette fille, tout d'un coup, qui était une fille, en plus, qui était dans une famille structurée, la famille, je l'enviais, j'étais très jalouse, je l'enviais. Au départ, c'était je l'enviais. Ensuite, dans mon environnement proche, de ce qu'on peut appeler des gens de ma famille avec qui je n'avais aucune proximité socio-affective, étant la dernière, je ne sais pas ce qui les prenait, ils me disaient que j'étais vilaine, j'étais moche, j'étais laide, et surtout que mon cou, je crois qu'il est toujours, hein, il faut que je m'ajoute quelques vertèbres, que mon cou était court. Et ça, Ken Bougoul avait le cou long. Donc ça, c'était des choses qui m'avaient vraiment frappé. Donc quand j'ai eu le ressenti, la nécessité d'écrire dans la démarche d'évacuation, etc., pour me fabriquer un autre moi-même, le personnage dans lequel je voulais évacuer tout, forcément j'ai choisi celle dont j'étais envieuse. Donc j'ai pris Ken Bougoul pour me venger d'elle. Donc j'ai jeté tout ce que j'avais vécu comme mauvaise expérience, comme déchéance, enfin presque la déchéance, etc. Donc c'est comme ça que j'ai utilisé le nom de cette fille. Parce qu'on n'est pas toujours mari et femme. Il y a des jours dans un couple, il faut qu'ils se comportent comme des amants. Pour renouveler un peu la relation. Il y a des moments aussi où on a besoin d'un autre type de rapport affectif parce que l'autre ne se sent pas bien. Soit c'est la femme qui le materne parce que son mari a des soucis. Là, ce n'est plus une relation de chéri ou d'amant. C'est des relations vraiment de frère ou d'enfant. Parce que son mari ne se sent pas bien. Et on doit le conforter, on doit le consoler. Donc ça aussi, c'est un autre type de rapport. Donc on peut avoir plusieurs rapports. Quand on a aussi un souci, on peut lui demander son avis, comme on l'aurait demandé à son frère. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Et là, ce n'est plus des relations de chéri, mais c'est des relations vraiment de frères et de sœurs. Et cette possibilité d'avoir ces plusieurs rapports avec un homme, ça rend la relation plus solide et beaucoup plus saine, parce que ça équilibre les tensions. Si le côté tension en tant que mari éclate, on déplace, on amène le frère. Et là, tout de suite, ça baisse, etc. Et quand il ne se sent pas bien, on le prend comme un enfant. Ça dit, c'est rassurant. Et moi, je dis, c'est mieux d'avoir cette relation saine, en même temps solide, où le sentiment est très très fort, parce qu'il mélange et l'amour, et l'amitié, et la fraternité, et beaucoup de relations ensemble, ça développe plus une relation. Chaque fois que je dis aux jeunes filles d'aujourd'hui, n'ayez pas des relations avec vos maris ou vos copains, juste dans la relation, il est à moi, il faut le scinder en plusieurs pour pouvoir parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie d'être des chéris, hein. On a envie d'être des amis, de regarder la montagne ensemble, de rigoler devant un dessin animé, etc. Et plus on a ces possibilités de relation, et plus la relation va être beaucoup plus solide, beaucoup plus saine et moins de questionnements.
et moins de psy. Et on n'a pas besoin d'aller chez le psy pour ça. Autrement, un peu de diplomatie dans la vie de couple. Une relation multidimensionnelle. Multidimensionnelle, très bien, parfait. C'est 60 ans les indépendances, ça ne fait même pas... Oh, ça fait même pas encore 60 ans. Oui, presque, disons, 60 ans. Mais il a fallu 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles à des pays pour devenir complètement indépendants. Donc je dis, nous sommes... Il y a une conscience collective dans notre... c'est même pas de l'imaginaire. Il y a une conscience collective de ce qui se passe. Il y a des jeunes qui sont en train de se lever, des hommes et des femmes se lèvent pour dire non, pour dénoncer, etc. Et que je dis, laissez-nous le temps qu'il a fallu à l'Amérique pour être les États-Unis, le temps qu'il a fallu à la France d'être une démocratie, le temps qu'il a fallu, etc. Qu'on laisse le temps au temps, qu'on nous laisse un peu de temps. Ce n'est que 60 ans à peine depuis les indépendances. Nous avons quand même fourni des efforts et que je suis sûre et certaine que dans les prochaines années, les choses vont énormément évoluer et les rapports de force vont changer. Parce que nous sommes de plus en plus conscients que nous avons une force, ce sont nos ressources. On a une force, c'est l'espace. On a une force, c'est une population jeune. Donc, toutes ces ressources mises ensemble, nous allons très très bientôt changer la face des choses. De cette expérience, à travers ces 3 livres que j'ai commencé la déconstruction de la fatalité. Parce que tout ce, j'étais vouée qu'à des échecs et je me suis arrangée pour de chaque expérience, j'en ai fait une force, une énergie, soutenue par un désir ardent de vivre et par la foi. Pas la foi en Dieu, hein. Dieu, je t'aime bien, attends, je viens. La foi en moi d'abord. Croire en moi, que c'est possible que j'existe. Ne serait-ce que par l'accumulation des connaissances que j'avais. Par la culture, l'ouverture et par l'éclairage que j'ai eu de toutes mes expériences. Ça ne m'a pas mené par ces... Mais ça m'a dessillé les yeux, ça m'a ouvert la voie. Et c'est sur cette voie que j'ai avancé. J'avais dit que j'ai cessé d'écrire parce que je savais désormais qui je voulais être. Parce que la vie n'est pas déterminée. La vie, il faut la faire, il faut la vivre. Il n'y a pas de déterminisme. Chaque fois on dit, ah, l'île y a le tout. Nous allons tranquillement. Fatalité du yalla. Parce que les capacités que j'ai d'être là, de parler, de sentir l'eau, de voir cette lumière, de voir les arbres, de vous voir, d'écouter tout, d'être... Mais ça, c'est Dieu m'a créé avec ça. Pourquoi je ne les utiliserai pas pour faire de ma vie ce que je veux être? Donc c'est ainsi que j'ai déconstruit la fatalité. Celle dont on disait qu'elle était folle, qu'elle était perdue, qu'elle était possédée par l'esprit du blanc, qu'elle était, etc., etc. J'ai pu surmonter toutes ces difficultés et maintenant faire de ma vie ce que je veux.